exercices. Comme je قلت لكم, la première séance, ce sont des chapitres qui sont très courts وفيهم برشا calcul. لحظة واحدة, juste je vais lancer l'enregistrement. Ah, ça y est, c'est bon. C'est bon, oui. Très bien. علاش حطوكم اون لين يا جماعه؟ هذه فما شكون مريضه؟ اللي هما قالوا فما بيك الجمعة هذيا دونك داكور. خاولة ويني خاولة؟ فسعت عليا المرة هذه. فسعتش مدام مشيت طبيبة. ديجا نستنى وحالة معكم. شبيك؟ ديجا نستنى في الطبيبة وحالة معكم مدام. يا لطيف. لاباس ما؟ سافا الحمد لله. هاي لطف عليك. رد بالك على روحك. ردوا بالكم على رواحكم. باهي. Alors, je vais partager l'écran. تشوفوا في الديابو الاولاد؟ Oui madame, oui. Oui madame. Très bien. Alors, on va passer au chapitre 2, اللي هو le facteur travail. باش نعمل un très petit rappel. Alors, l'autre fois, عملنا la production et sa mesure. Chapitre 1, c'était la production et sa mesure. On a vu que la production, elle dépend de deux facteurs essentiels, اللي هما شكون يقول لي؟ Matériel et humain. B. Le matériel ou l'argent, les équipements, les machines, on les a appelés facteurs. C'est quoi? C'est le facteur capital. C'est le facteur capital. Les êtres humains ou les ressources humaines, on les a appelés le facteur travail. Alors maintenant, on va voir ensemble et plus en détail le facteur travail. Qu'est-ce que le facteur travail? Puisque la production, elle est composée de deux facteurs essentiels qui sont le facteur travail et le facteur capital. Je vais commencer par le facteur travail et le chapitre 3 sera dédié au facteur capital. Alors pour le facteur travail, c'est quoi le facteur travail? C'est le travail, que ce soit physique ou intellectuel. Physique, ça veut dire les personnes qui travaillent dans les chantiers, les menuisiers, le boulangerie, etc. Donc, tout ça, ce sont des travaux qui nécessitent des capacités physiques. Il y a aussi les travaux qui nécessitent des capacités intellectuelles. Par exemple, un ingénieur, un architecte, un directeur, on va dire comptabilité, finance et tout. Tout ça nécessite des capacités intellectuelles. Mais quelle que soit la capacité, c'est-à-dire que ce soit les capacités physiques ou intellectuelles, on parle de travail. Alors, ce travail, à quoi sert? Il sert à produire des biens et des services qui sont destinés à la vente. Alors, en ajoutant le capital, on peut ainsi parler de la production. Donc, travail plus capital égale production. Alors, le facteur travail, bien sûr, il peut être évalué selon deux aspects.
D'abord, il y a l'aspect quantitatif. Alors, lorsque je parle de travail, je peux dire quel est le volume de l'offre de travail disponible, c'est-à-dire combien on a de travailleurs, combien il y a de personnes qui travaillent en Tunisie, par exemple, combien il y a de personnes qui ne travaillent pas. Je ne vais pas utiliser le terme chômeur exprès, hein. Donc, je vais dire combien on a de travailleurs dans cette entreprise, combien on a de personnes qui travaillent dans ce pays et combien il y a de personnes qui ne travaillent pas dans ce pays. Donc, vous voyez, j'ai utilisé des termes quantitatifs, le nombre. Mais on peut aussi qualifier le travail de façon qualitative. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire les travailleurs qui travaillent dans cette entreprise, ils ont quel niveau? Quelles compétences? Quelle performance? Donc ici, je vais les qualifier, les décrire. Je vais dire, on a par exemple des travailleurs de niveau ingénieur en informatique, ils ont par exemple 5 ans d'expérience, ils sont très compétents en matière de digital par exemple. Donc vous voyez, j'ai qualifié mes travailleurs. Donc, si vous avez une entreprise, vous pouvez décrire le facteur travail selon deux aspects. Un aspect quantitatif, le nombre, et un aspect qualitatif, la compétence, la qualification. D'accord? Alors, je vais commencer par l'aspect quantitatif. Alors, lorsque je parle d'aspect quantitatif, je vais calculer le nombre des personnes actives et disponibles pour travailler. Bien sûr, je vais prendre le sens large, si vous voulez. Je vais prendre un pays. Si pour un pays, je veux savoir l'aspect quantitatif des travailleurs, donc je vais poser deux questions. Quel est le nombre des personnes actives qui sont disponibles pour travailler et quel est le nombre d'heures qui est travaillé par ces personnes? D'accord? Alors, pour ce faire, donc, on a un concept clé qui est la population active. Alors, la population active, c'est quoi? Ce sont les personnes qui travaillent et qui reçoivent en contrepartie un salaire. Donc, je ne parle pas des bénévoles. Je ne parle pas des activités associatives. Je parle d'un travail qui est rémunéré. Donc, je récapitule. La population active, ce sont les personnes qui travaillent et qui reçoivent en contrepartie un salaire, une rémunération. Je ne vais pas dire un salaire parce que on va voir la différence entre salaire et honoraire et tout. Mais ce que je voulais dire, c'est que ces personnes qui travaillent reçoivent de l'argent, reçoivent une rémunération. D'accord? Alors, cette population active, elle est divisée en deux. Il y a les personnes qui travaillent actuellement et on les appelle population active occupée. Occupée parce qu'ils occupent un poste. Et il y a la deuxième partie de la population active qui est la population active inoccupée qu'on appelle couramment les chômeurs. D'accord? Donc les chômeurs font partie de la population active. C'est bon? Pourquoi on les appelle ou on les intègre dans la population active? Parce que ce sont des personnes qui sont à la recherche d'un emploi. C'est bon? Alors, j'insiste sur des termes parce qu'il y a des différences entre les personnes qui cherchent un emploi et les personnes qui ne travaillent pas mais ne cherchent pas un emploi. Alors, je reprends. Donc, pour quantifier le facteur travail, on peut se baser sur un concept clé qui est la population active. Alors, la population active dans une économie, dans un pays, ce sont les personnes qui travaillent et qui reçoivent une rémunération. Mais aussi, cette population active, elle est divisée en deux. Il y a la population active occupée,
c'est-à-dire les personnes qui travaillent actuellement, mais il y a aussi les chômeurs. Les chômeurs, ce ne sont pas les personnes qui sont à la maison et qui ne veulent pas travailler. Non, ce sont les personnes qui sont vraiment à la maison, mais qui sont à la recherche d'un emploi, qui veulent travailler, d'accord? On les appelle des chômeurs, mais ils font partie de la population active. Mais cette population active, qui n'appartient pas à cette population active? Alors, il y a en contrepartie, de l'autre côté, la population inactive. Qui sont les personnes inactives? Ce sont les enfants, parce que par la loi, les enfants ne doivent pas travailler. Les retraités, parce que les retraités ont déjà travaillé et ont terminé la période de travail. Donc maintenant, c'est la période de repos pour eux. Donc, ils font partie de la population inactive. Aussi, il y a les personnes en âge de travailler, mais qui ne sont pas à la recherche d'un emploi. Il y a des femmes au foyer qui veulent rester à la maison. Elles ne sont pas à la recherche d'un emploi. Elles sont à l'aise, elles veulent rester à la maison, s'occuper des enfants et tout ça. Donc, elles ne sont pas à la recherche d'un emploi. Donc, elles ne sont pas une partie intégrante de la population active. D'accord? Donc, il y a la population active et la population inactive. Et inactive, il y a les enfants, les retraités, les personnes en âge de travailler, mais qui ne sont pas à la recherche d'un emploi, qui ne veulent pas travailler. Donc attention, la majorité des cas, on fait une confusion entre un chômeur et ceux qui ne veulent pas travailler. Donc un chômeur, c'est une personne qui ne travaille pas, mais qui veut travailler. Par contre, les autres, c'est-à-dire les personnes qui sont inactives, ce sont les personnes qui n'ont pas un emploi et ne sont pas à la recherche d'un emploi. Ça va? Alors, généralement, dans un pays, on essaye de calculer le taux de cette population active. On appelle ça le taux d'activité globale. Ce taux, bien sûr, il est calculé en pourcentage et on va prendre la population active, c'est-à-dire les personnes qui travaillent ou qui sont à la recherche d'un emploi, sur la population de référence et on va multiplier par 100. Alors, qu'est-ce que la population de référence? Alors, la population de référence, c'est soit toute la population, même les enfants, même les retraités sont intégrés dans la population de référence, soit il y a des pays qui n'acceptent pas ce principe, et il y a des populations, il y a des pays, pardon, qui calculent le taux d'activité en divisant la population active sur une population, c'est-à-dire des personnes qui ont l'âge de 15 ans jusqu'à 60 ans. Donc, ça dépend. Chaque pays a ses propres références, si vous voulez, mais généralement, on utilise une population de référence qui est de 15 à 60 ans. D'accord? Alors, il y a aussi deux autres ratios qu'on utilise généralement pour qualifier le facteur, pour quantifier, pardon, le facteur travail. On a le taux d'occupation et le taux de chômage. Alors, le taux d'occupation, c'est quoi? C'est le taux de personnes qui travaillent actuellement, qui ont un boulot et qui sont, si vous voulez, qu'on appelle occupés. Donc, le taux d'occupation, c'est la population occupée, c'est-à-dire qui occupe un poste, sur la population active, fois 100. Et il y a un autre taux, c'est le taux de chômage, c'est un indicateur très important dans les économies, et on va calculer le taux de chômage de chaque pays en faisant population en chômage sur toute la population active, fois 100. Pour voir le taux de chômage. Bien sûr, le taux de chômage, c'est un indicateur économique très important. Plus le taux de chômage est en diminution, plus on a une bonne économie, entre guillemets, et plus le taux de chômage est en augmentation, plus on a des problèmes économiques. D'accord? Alors, il y a une question par rapport à ces ratios, à ces taux.
C'est bon? Eh? Alors, bien sûr, ces taux sont influencés par plusieurs facteurs démographiques et sociaux parce qu'ils peuvent influencer énormément la population active. Alors, je vais prendre l'accroissement démographique. Alors, l'accroissement démographique, plus la population augmente, plus on peut avoir un problème de chômage, par exemple. On va dire qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas trouvé, par exemple, des emplois. Donc, plus on a un accroissement démographique, plus on a un problème de chômage. Il y a aussi le solde migratoire. Le solde migratoire, lorsque les personnes quittent leur pays d'origine pour travailler ailleurs. Ce facteur, si vous voulez, il peut être positif sur le chômage. Autrement dit, ça permet de réduire le taux de chômage. C'est-à-dire, il y a les personnes qui ne travaillent pas, qui n'ont pas trouvé un emploi et qui sont à la recherche d'un poste ailleurs, au-delà des frontières nationales. Mais ça peut aussi avoir des conséquences négatives. Parce que, comme vous voyez, par exemple, actuellement en Tunisie, il y a, je vais utiliser le terme fuite. La fuite des ingénieurs, des médecins, des infirmiers, des anesthésistes, des enseignants. Donc, ce mouvement, si vous voulez, migratoire, c'est vrai que ça diminue le chômage, mais aussi ça a une influence sur l'économie. Allez, parce que, par exemple, si vous êtes médecin, par exemple, et normalement, vous allez avoir votre cabinet. Donc, le cabinet, c'est... si vous voulez, ça fait partie des investissements, hein, donc ça améliore l'économie. Si un, deux, trois, plusieurs médecins, plusieurs ingénieurs qui normalement doivent faire des investissements dans leur pays d'origine, ils vont quitter. Donc ici, ça va avoir une influence négative sur les investissements et sur même la compétence et la qualité de la population active. Donc, ce solde migratoire, il est à double face, la troisième facteur qui a une influence kif sur la population active, c'est l'accès grandissant des femmes au travail. Alors, lorsque la femme est sortie pour le travail, on a d'abord un effet positif parce que auparavant la femme elle était une femme au foyer, elle cherchait pas à travailler vraiment et tout. Donc actuellement lorsque la femme est sortie pour le travail, on peut dire aussi qu'on a une diminution du chômage, surtout du côté des femmes. Mais attention, il y a la femme elle a pris dans plusieurs domaines la place des hommes. Donc parfois, on est surpris de trouver, par exemple, auparavant, il n'y avait pas un chauffeur de taxi femme. On pouvait la trouver. Hein. Auparavant, on ne trouvait pas un chauffeur de bus femme. Des femmes qui conduisaient des bus ou donc vous voyez il y a un effet positif et négatif du travail de la femme. Bien sûr, c'est pas un sujet à traiter là où la femme elle doit travailler. Pour moi, la femme elle doit travailler, mais juste pour voir le côté positif et négatif de chaque facteur. L'allongement de la durée des études. Là, comme vous voyez, d'ailleurs, c'est une stratégie tunisienne qui est très très utilisée depuis des années. Auparavant, par exemple, il y avait la maîtrise. Quelques-uns vont terminer le DEA, ce qu'on appelle c'est l'équivalent du master, et on va dire un pourcentage très réduit qui vont faire le doctorat. Et bien, c'était auparavant. Ce n'est pas le cas actuellement. La majorité des étudiants font la licence, master
et même le doctorat, même s'il n'a pas envie d'enseigner. Auparavant, qui va terminer le doctorat? Ce sont les personnes qui veulent être des enseignants. La majorité des cas, c'est qui va terminer le doctorat? Ce sont les personnes qui veulent enseigner. Par contre, Tawa, il y a des personnes qui ne sont pas intéressées par le domaine de l'enseignement et pourtant, elles terminent leur doctorat. Et donc, cet allongement de la durée des études et qui est fait exprès par l'État, الحقيقة على خاطر توا un licencié qui a fait des études de 3 ans, finalement, quel diplôme il aura? Quelles compétences il aura? Vraiment, ce sont des enseignements basiques. Donc, la majorité des étudiants, au moins, ils vont terminer le master. Ici, on a observé un allongement de la durée des études. Pourquoi? Pour laisser la place pour les travailleurs jusqu'à ce que certains travailleurs atteignent l'âge de 60 ans ou 62 ans pour aller partir en retraite, pour que la nouvelle génération trouve des postes pour pouvoir travailler. D'accord? Donc, c'est pour gagner du temps, en fait. Et finalement, le recul de l'âge de la retraite, un sujet tabou chaque année, chaque gouvernement a sa propre vision où chacun a si vous voulez, a des solutions qui n'aboutissent pas à la haqiqa. Parce que lorsque vous allez reculer l'âge de la retraite, donc ce travailleur, il va prendre plus de temps à travailler, donc la nouvelle génération, elle n'aura pas, elle ne trouvera pas des postes vacants pour pouvoir travailler. D'accord? Donc, à chaque fois, je parle du cas de la Tunisie, il y a des mouvements de changement de l'âge de la retraite. Tantôt, 63 ans. Tantôt, on va le diminuer à 62. Auparavant, c'était 60 ans. À un certain moment, il y a des domaines qu'on va garder les 60 ans, mais pour d'autres domaines, on peut allonger jusqu'à 63, et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas de compromis. Il n'y avait pas de compromis sur l'âge de la retraite parce que c'est très compliqué. Celui qui va partir en retraite, il doit recevoir sa cotisation sociale, etc. Si on va le garder, donc la nouvelle génération ne va pas trouver un poste pour pouvoir travailler, et c'est un sujet qui est très très compliqué, c'est un débat, l'âge de la retraite, il n'y a pas une solution idéale. Voilà, il n'y a pas une solution idéale pour dire que, voilà, c'est l'âge idéal qu'on doit garder pour la retraite. Voilà. La durée du travail, donc on a parlé du nombre de travailleurs dans un pays. Le nombre est calculé par la population active. La population active est composée des personnes qui travaillent, qu'on appelle population active occupée, mais il y a aussi les chômeurs qu'on appelle population active inoccupée. D'accord? Alors, pardon. Pour l'autre, si vous voulez, indicateur quantitatif du facteur travail, il y a la durée du travail. Alors, la durée du travail, bien sûr, elle diffère d'un pays à l'autre. Et d'un régime à l'autre, il y a le régime de 35 heures, il y a le régime de 40 heures, il y a les mi-temps, il y a les pleins temps, mais finalement, on peut calculer cette durée par la durée effective de travail. D'accord? Alors, la durée effective de travail, elle tient compte bien sûr de la durée légale du travail.
Et comme je viens de dire, il y a la durée de 35 heures, il y a la durée de 40 heures. Bien sûr, ça diffère selon les secteurs aussi. Par exemple, dans le cas de l'enseignement, que ce soit primaire, secondaire ou supérieur, on n'a pas le même taux horaire. Chaque si vous voulez, chaque niveau, on a une durée effective bien déterminée et ça dépend aussi du grade, mais finalement, il y a une durée qui est légalisée par le ministère, que ce soit de l'enseignement supérieur ou de l'enseignement primaire et collège, voilà. Il y a aussi les heures supplémentaires qui sont effectuées par les travailleurs et qui sont comptabilisées dans la durée effective de travail. Donc, si par exemple, normalement, vous quittez le travail à 17 heures et que vous êtes obligé de rester pour terminer un travail, des tâches bien particulières, donc le surplus, ça s'appelle les heures supplémentaires. Et normalement, je dis bien normalement, dans la majorité des cas, ces heures supplémentaires sont rémunérées autrement, indépendamment de votre salaire. C'est un surplus. Mais bon, je fais les secteurs alcool, ça c'est sûr. Alors, les congés, il y a les congés de maladie, mais il y a aussi les congés de l'année. Généralement, dans la majorité des secteurs, il y a le congé de 21 jours, il y a le congé d'un mois, ou bien sûr, l'enseignement, il y a les congés ou les vacances. Il n'y a pas de congé au vrai sens du mot, mais il y a les congés. Bien sûr, indépendamment des autres congés de maladie, pour la femme allaitante et tout, donc il y a plusieurs congés. Et il y a les heures qui sont non travaillées à cause des absentéismes ou de grève. Pour les heures non travaillées en cas de grève, donc ils sont déduits du salaire. Supposons vous avez décidé de faire une grève, bien qu'elle est organisée et elle est légalisée par l'État, mais un jour de grève, il est déduit du salaire. Bien sûr, l'absentéisme, s'il n'est pas justifié, kiff, donc vous aurez une diminution du salaire à cause de cette absence non justifiée. Alors, si vous voulez, en additionnant la durée légale du travail, les heures supplémentaires, les congés et les jours non travaillés ou bien les heures non travaillées, on peut trouver la durée effective de travail de chaque travailleur. On va passer au deuxième aspect du facteur travail qui est la qualification. Alors, la qualification, on va parler maintenant qualité. On ne parle plus quantité, on parle qualité. Alors, la qualification, bien sûr, c'est une qualification qui dépend des connaissances des travailleurs, de leurs aptitudes, de leurs compétences, de leurs qualifications, de leur, grosso modo, de leur CV, en fait. D'accord? Alors, il y a ce qu'on appelle la qualification individuelle. Alors, cette qualification, c'est une qualification acquise. Acquise, ça veut dire, c'est le travailleur qui l'a acquise tout au long de son processus. On va tout d'abord retrouver le cursus universitaire et tout, plus tout ce qui est expérience, plus tout ce qui est formation, plus tout ce qui est diplôme. Donc, tout ça, il est acquis par le travailleur. D'accord? Alors, cette qualification acquise, c'est la base. Bien sûr, elle résulte de tout ce que cet individu a eu comme formation, comme cours, comme expérience et tout. Et cette qualification acquise, on peut la trouver sous forme, comme je viens de dire, de CV. Parce que dans le CV, vous allez trouver les diplômes, l'expérience, le parcours professionnel et tout ça. Donc, la qualification individuelle, elle peut être résumée dans le CV de ce travailleur. Il y a aussi la qualification de l'emploi ou bien la qualification requise et non pas acquise. Alors, requise, c'est quoi? On va voir l'autre côté des choses. On va voir
les exigences des postes. Qu'est-ce que on exige pour le travailleur qui va se présenter pour tel et tel poste? Par exemple, si vous êtes dans une entreprise, par exemple, industrielle, on a besoin, par exemple, d'un ouvrier qui sait travailler sur la machine X, qui sait, par exemple, on va dire, faire le montage et l'assemblage des pièces, etc. Donc, on va déterminer avec toute précision ce qu'on exige de la personne qui va travailler dans ce poste. D'accord? On a besoin d'un ingénieur en informatique, on a besoin d'un technicien en informatique, on a besoin, par exemple, d'un biologiste. Donc, vous allez déterminer ce que vous cherchez comme qualification pour ce poste vacant. Et on appelle ça les qualifications requises. Bien sûr, si vous voyez les annonces pour les postes, à chaque fois, l'entreprise, elle détermine les qualifications requises, c'est-à-dire les compétences qu'elle cherche, l'expérience qu'elle cherche. Alors, tout ça, ce sont des exigences qui émanent du poste. Et par la suite, on va faire la correspondance. Est-ce que vraiment on a trouvé l'employé ou bien le travailleur qui a les qualifications acquises qui correspondent aux qualifications requises? D'accord? On passe à l'organisation du travail. Alors, l'organisation du travail, c'est quoi? C'est le fait de décomposer le travail en des tâches élémentaires, partielles, et qui sont confiées à des personnes différentes. Bien sûr, le fait de décomposer le travail en tâches élémentaires, partielles, ça permet, si vous voulez, d'améliorer le rendement des travailleurs. Alors, comment améliorer ce rendement? On va, par exemple, donner à chaque travailleur une petite tâche qu'il maîtrise plus que les autres tâches. Alors, à ce propos, je vais vous montrer l'organisation scientifique du travail. Comment est faite l'OST? Alors, cette organisation scientifique de travail, elle a été initiée par Taylor au début. Taylor, bien sûr, c'est un scientifique. Il a travaillé beaucoup dans les usines. Et puis, il a eu l'idée d'organiser scientifiquement le travail. Qu'est-ce que ça veut dire, organiser scientifiquement le travail? Donc, il a eu l'idée de prendre un travail, si vous voulez, compliqué, par exemple, une tâche qui est assez compliquée, et il va la diviser en très petites tâches, et il va donner la responsabilité des petites tâches à un seul ouvrier. Autrement dit, un seul ouvrier, il répète toujours la même tâche. Donc, à un certain moment, cet ouvrier, il va devenir très spécialisé en cette même tâche. Il devient qualifié, il devient performant. Au lieu de rester, on va dire, 10 minutes à faire la même tâche, au fur et à mesure de l'expérience, de la répétition de la même tâche, donc il peut même arriver à 3 minutes. D'après Taylor, bien sûr. Et bien, c'est le premier principe de l'organisation scientifique du travail. Deuxième principe, c'est de diviser le travail maintenant, non pas horizontalement, mais verticalement. Alors, verticalement, comment? C'est en séparant le travail de conception du travail d'exécution. C'est-à-dire, si vous vous rappelez un tout petit peu, l'autre fois, on a parlé de la hiérarchie. On a le haut de la hiérarchie, les directeurs et les directeurs moyens au milieu de la hiérarchie. Et en bas, on a les exécutants, le bas de la hiérarchie. Alors, pour Taylor, un exécutant du bas de la hiérarchie ne doit pas prendre des décisions, ne doit pas participer aux réunions, ne doit pas suggérer des objectifs à moyen et long terme. Donc, il a fait une séparation
entre le travail des concepteurs et le travail des exécutants. Le haut de la hiérarchie, c'est-à-dire les concepteurs, ont la tâche de fixer des objectifs à moyen et long terme, de déterminer la stratégie de l'entreprise, de prendre des décisions, de trouver des solutions. Par contre, les exécutants, c'est-à-dire le bas de la hiérarchie, ils doivent faire des tâches d'exécution. Et donc, les tâches répétitives, simples et tout ça. Et pour ce faire, il a donné des blouses aux concepteurs avec des cols blancs et il a donné aux exécutants des blouses avec des cols bleus pour séparer les concepteurs des exécutants. Troisième principe qui a été aussi donné, voilà, proposé par Taylor et qui a été pour de très longues années la base pour l'organisation du travail. Alors, le troisième principe, c'est le chronométrage. Le chronométrage, c'est-à-dire à chaque ouvrier, on va chronométrer la tâche qu'il doit faire. Par exemple, s'il est un ouvrier de découpe, on va dire que la découpe nécessite, on va dire, 5 minutes. Donc, on va utiliser le chronomètre pour voir est-ce que cet ouvrier a bien respecté ce temps ou non. Alors, s'il respecte, donc pour Taylor, c'est un bon ouvrier, c'est un ouvrier compétent. S'il dépasse à chaque fois les 5 minutes, donc cet ouvrier, il n'est pas compétent, donc soit il est formé, soit il est licencié. De même pour les autres tâches, montage, assemblage, peu importe. Donc, on essaie de chronométrer toutes les tâches. Et pour Taylor, ça permet d'augmenter le rendement. Parce qu'à chaque fois, si on va laisser les ouvriers à leur guise, c'est-à-dire il peut rester 10 minutes dans la découpe alors que cette tâche nécessite 5 minutes, donc comme ça, on peut perdre en termes de temps. Et donc, on aura moins de quantité produite. Donc, pour Taylor, il fallait chronométrer pour augmenter les quantités produites et pour augmenter le rendement des ouvriers. Le quatrième principe de l'organisation scientifique du travail, c'est le salaire à la pièce. Alors, les ouvriers étaient rémunérés à la pièce, c'est-à-dire à chaque pièce produite, à chaque unité produite, il reçoit de l'argent, bien sûr, c'était symbolique. Donc, c'est un salaire au rendement. Plus l'ouvrier produit des quantités, plus il est rémunéré. Moins il produit, moins il est rémunéré. Cette organisation scientifique de travail, comme je viens de dire, elle a été pratiquée pendant plusieurs années et la preuve que Monsieur Ford, Henry Ford, c'est celui qui a la maison Ford des voitures. Hein. Alors, Monsieur Ford, bien sûr, il a aimé l'organisation scientifique de travail et il a adopté cette organisation dans les usines des automobiles Ford et même il a, si vous voulez, ajouté une touche fordienne en ajoutant quelques principes. Alors, pour Ford, il a ajouté le principe du travail à la chaîne. Alors, le travail à la chaîne, c'est quoi? C'est le fait que l'ouvrier ne se déplace pas de son poste, ne quitte pas son poste. Par exemple, s'il a la tâche, on reste dans le même exemple là, de la découpe, et puis les pièces découpées doivent être transmises à un autre ouvrier. D'accord? Donc, normalement, c'est l'ouvrier qui va rassembler toutes les pièces et il va les donner à un autre ouvrier. Eh bien, pour Ford, non. Il ne fallait pas bouger. Il ne fallait pas quitter le poste. Il ne fallait pas se déplacer. Donc, il fallait rester sur le même poste, faisant la même activité
sur le lieu, d'accord? Et il y a des, si vous voulez, des appareils, des machines, qui assurent le transport des produits, des matières premières, de la marchandise, des pièces entre les ouvriers. Autrement dit, c'est le produit qui se déplace et non pas l'ouvrier qui se déplace. Et ceci pour gagner le temps. Le deuxième principe initié par Ford, c'est la standardisation des produits. Alors, au début, les voitures Ford avaient le même modèle, la même couleur, un seul modèle et la couleur noire. Donc, toutes les voitures Ford fabriquées au début, c'était des voitures identiques, même modèle et même couleur, la couleur noire. Pourquoi? Pour pouvoir fabriquer en grande quantité et ce qu'on appelle en série, c'est-à-dire ayant des produits ayant les mêmes caractéristiques, la même couleur, le même modèle. Donc, c'est un travail qui est répétitif. C'est un travail qui permet de fabriquer des produits en série. Donc, il n'y a pas de coût supplémentaire. Il n'y a pas vraiment si vous voulez, perte de temps ni de coût, d'accord? Et bien sûr, surtout, ça permet de réaliser des économies d'échelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les économies d'échelle? Alors, en économie, plus vous fabriquez des quantités, plus les coûts vont diminuer. Pourquoi? Parce que généralement, lorsque vous allez fabriquer un produit, vous allez supporter deux charges, voilà, deux coûts essentiels. On a les charges variables. Les charges variables, ce sont les charges qui sont reliées directement à la quantité. Par exemple, la matière première. Je donne un exemple. Si vous avez du bois et vous allez fabriquer des tables, alors, la quantité que vous allez utiliser de bois dépend du nombre de tables que vous allez fabriquer. D'accord? Par contre, si je prends par exemple les frais d'électricité, ça ne dépend pas des quantités produites. Par exemple, si chaque fois où vous travaillez, par exemple de 8 heures à 17 heures, vous allez entrer dans votre bureau ou bien dans votre usine, vous allez allumer la lumière. Donc, que ce soit la production, elle est égale à 1000 unités ou elle est égale à 10 unités, la lumière, elle est en train il y a des coûts de lumière, quoi, d'accord? On appelle ça des charges fixes. Quelle que soit la quantité produite, le coût de la lumière est le même, d'accord? Donc ici, je reviens vers la standardisation et les économies d'échelle, lorsque vous allez fabriquer en grande quantité, les charges fixes, c'est vrai qu'elles vont augmenter, mais les charges variables, pardon, elles vont augmenter, mais les charges fixes vont rester les mêmes. Donc ici, on va répartir les charges fixes sur plusieurs unités. Par contre, lorsque vous allez réduire votre production, on a dit que les charges variables, c'est vrai qu'elles vont diminuer, mais les charges fixes sont les mêmes. Donc finalement, la conclusion, c'est plus vous fabriquez, plus les coûts vont diminuer. Et c'est très important pour les entreprises, surtout industrielles, qui produisent. Le principe de Ford est le même. Plus on fabrique, plus on gagne en termes de coûts. Et plus on garde les mêmes caractéristiques, plus on est rapide et plus on gagne en termes, comme je viens de dire, de coûts et on gagne en termes d'économie d'échelle. Et le troisième principe de Ford, c'était l'augmentation des salaires. Alors au début, Fayol, il a pris comme principe, voilà, il a fixé comme principe le salaire au rendement. Mais le salaire, il était médiocre. L'ouvrier, il a été payé 2,5 $ par pièce.
Par la suite, Ford il a remarqué que les salariés vraiment, voilà, les ouvriers n'étaient pas vraiment motivés et tout. Donc, il a augmenté un tout petit peu le salaire et d'où l'expression qui est très connue dans le monde de l'économie, $5 a day. $5 a day, ça veut dire que Ford va motiver ses salariés en augmentant le salaire et vraiment il a doublé le salaire et il a donné $5 au lieu de $2,5. D'accord? Mais le problème, c'est qu'il y avait un dysfonctionnement au niveau de l'organisation scientifique du travail et qui a vraiment des limites très importantes. Alors, la première limite, c'était d'ordre social. D'ordre social parce que les ouvriers sentaient une certaine monotonie et donc, ils étaient très démotivés parce que le fait de répéter la même tâche tous les jours, sans bouger, sans parler avec les autres ouvriers, sans se déplacer, c'était très monotone. Et donc, ça a permis, voilà, ça a induit une augmentation de l'absentéisme, des grèves, des accidents de travail et ce n'était pas très réussi sur le niveau social. Deuxième limite, c'était des limites d'ordre technologique parce que il y avait une automatisation plus poussée des chaînes de production, donc on ne pouvait pas vraiment faire un travail à la chaîne répétitif. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de, si vous voulez, de nouvelles méthodes, des innovations, de nouvelles procédés de fabrication. Donc, on ne peut pas vraiment garder les mêmes tâches, les mêmes méthodes. Donc, il fallait innover. Et finalement, les limites économiques, à un certain moment, l'ouvrier, il est très fatigué. Donc, il y avait beaucoup de problèmes de qualité. On a des produits de mauvaise qualité. Il y avait beaucoup de déchets. Et finalement, les produits qui sont fabriqués par ces ouvriers étaient à un certain moment inadaptés à la demande. Et d'ailleurs, c'est pour ces bonnes raisons que Ford, après des années, il a innové, il a trouvé d'autres modèles pour les automobiles et d'autres couleurs. À un certain moment, on est arrivé à la saturation. Pratiquement tout le monde avait le même modèle de voiture avec la même couleur et tout. Et donc, il n'y avait plus de demande. Donc, on a compris à ce moment que les voitures, j'ai pris le cas particulier de Ford, mais bien sûr, c'était dans tous les domaines. Hein. Il n'y avait plus de personnes qui voulaient acheter la voiture de Ford et tout. Donc, il fallait adapter la demande, adapter le produit à la demande du consommateur. Et du coup, de nouvelles formes d'organisation du travail sont apparues. Et bien sûr, toutes ces nouvelles formes ont eu pour objectif de remédier au dysfonctionnement de l'organisation scientifique de travail initiée par Taylor et Ford. Alors, tout d'abord, le premier principe, bien sûr, de la nouvelle forme d'organisation de travail, c'était la rotation des postes. Et d'ailleurs, c'est un principe qui est très pratiqué actuellement dans les entreprises. Alors, une fois qu'un ouvrier maîtrise bien les tâches d'un poste, il a passé plusieurs années, il a une très grande expérience et les tâches pour lui sont devenues très monotones, très répétitives et tout. Donc, on suggère à cet ouvrier de changer de poste. Changer de poste pour changer les tâches, pour changer l'ambiance, pour changer la méthode de travail. Ou Hakeka, il peut être plus motivé et il n'y aura plus cette monotonie. Deuxième principe, si vous voulez, c'était l'élargissement des tâches.
Donc, on n'est plus obligé de décomposer la tâche en tâches élémentaires, répétitives et tout. Au contraire, on peut donner des tâches qui sont coordonnées, complémentaires à un seul ouvrier. Il n'est pas, maintenant, un ouvrier n'est pas obligé de faire juste la découpe uniquement. Donc, il peut faire la découpe, l'assemblage, le montage, la peinture. Donc, des tâches qui sont complémentaires et qui construisent, si vous voulez, un tout. Donc, on assiste à une recomposition du travail. Troisième principe, c'est l'enrichissement des tâches. L'enrichissement des tâches, donc les tâches données aux ouvriers ne sont pas des tâches très très simples qui sont, on va dire, qui n'ont pas une très grande importance, entre guillemets, mais au contraire, actuellement, on essaie de donner de l'importance à toutes les tâches et de responsabiliser cet ouvrier et de lui donner un travail qui est complémentaire, intéressant, et c'est lui qui est responsable de ce travail, d'accord? Par exemple, le contrôle de la qualité du produit, le réglage et l'entretien des machines et tout ça. Donc, ce sont des tâches qui sont très, très importantes dans une entreprise. Un autre principe, ce sont les groupes semi-autonomes, c'est-à-dire ce sont des travailleurs qui ont une marge de liberté, qui peuvent, par exemple, organiser eux-mêmes leur travail, leur emploi de temps, leur façon de travailler. Ils peuvent même travailler par objectif, par exemple. Ils ne sont pas obligés de travailler selon un emploi de temps très strict. Et ces travailleurs sont auto-autonomes. Autrement dit, ils sont responsables de leur propre travail et même on peut les... D'ailleurs, c'est la tendance, surtout la spécialité MTR comme en informatique. La majorité des informaticiens travaillent selon le projet, selon des objectifs, quoi, pardon. Yani, il y a un projet où il y a plusieurs objectifs à atteindre et il travaille selon ces objectifs. C'est-à-dire, par exemple, son supérieur hiérarchique, il va lui donner, on va dire, 3 mois pour atteindre ses objectifs. Donc, il est libre. Donc, il travaille 7 sur 7, 5 sur 7, 8 sur 24. Il est libre. Mais finalement, au bout des 3 mois, il doit être responsable des objectifs édictés par l'administration ou par son supérieur hiérarchique. Donc, on va le contrôler, mais ce n'est pas un contrôle au vrai sens du mot, mais c'est un contrôle des objectifs. Est-ce qu'il a vraiment atteint les objectifs ou non? Et finalement, les cercles de qualité, c'est un principe qui a surtout été initié au Japon au début, mais bien sûr, on peut travailler avec les cercles de qualité. Les cercles de qualité, c'est quoi? Ce sont des groupes de travailleurs qui sont volontaires, bien sûr, qui appartiennent à la même entreprise, ou bien au même atelier, ou bien au même bureau, et qui se réunissent régulièrement pour discuter des problèmes du travail et pour essayer de trouver des solutions. Par exemple, ils remarquent qu'il y a que la qualité des produits, elle n'est pas vraiment bonne. Qu'il y a un problème de sécurité des ouvriers, qu'il y a que les machines sont un peu obsolètes et qu'il fallait moderniser. Donc, il essaie à chaque fois de prendre un sujet, bien sûr un sujet qui est relatif au travail, bien sûr, un problème, et il essaie de trouver une solution et tout ça, c'est volontaire. Hein. D'accord? On appelle ça les cercles de qualité. On passe à la productivité du travail. Alors, la productivité, on appelle la production, c'est l'intégé. La production en arabe, c'est l'intège. La productivité, c'est l'intégé.
Alors, la productivité, c'est quoi? La productivité, c'est relatif. Yani, quand on parle de production, je vais dire cette entreprise, elle fabrique 2000 unités. 2000 unités, c'est la production de l'entreprise. D'accord? Mais la productivité, c'est la production en fonction des travailleurs. Ça permet de mesurer l'efficacité à l'intérieur de l'entreprise. Grâce à la productivité, on peut savoir combien chaque travailleur peut produire d'unités. Donc, c'est un rapport qui permet de calculer le nombre d'unités fabriquées par un travailleur, ou bien le nombre d'unités fabriquées chaque heure. D'accord? Donc, ce que je voulais dire, c'est pas dans l'absolu qui m'a la production. La production, je vais dire 2000 unités. C'est la production. Mais la productivité, c'est par rapport à quelque chose, par rapport aux travailleurs, par rapport aux heures travaillées. Donc, c'est toujours par rapport à quelque chose. Alors, les formules. Alors, pour calculer la productivité par tête ou bien la productivité horaire, on peut utiliser deux formules. Alors, je vais prendre tout d'abord en termes physiques, quoi. En termes physiques, je vais calculer la productivité du travail par tête, c'est-à-dire par employé, par travailleur. Je vais prendre la quantité produite et je vais diviser par l'effectif employé. Je donne un exemple. Par exemple, l'entreprise, elle a fabriqué 2000 unités et elle a 200 employés. Donc, je vais faire 2000 sur 200. Ça donne 10. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque employé fabrique 10 unités. D'accord? Je peux aussi calculer la productivité en termes d'heures de travail. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la quantité produite et la diviser par le nombre d'heures de travail. Alors, je vais faire 2000 unités sur, on va dire 1000 heures travaillées, par exemple, par mois ou bien par trimestre ou je ne sais pas quoi. Alors, 2000 sur 1000, 2000 sur 1000, c'est 2. 2, ça veut dire chaque heure, on peut fabriquer 2 unités. D'accord? Qui n'a pas compris? Qui a une question? C'est bon? Bien. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver 10 unités par travailleur. Voyez? Donc, 10, pardon. Je vais ouvrir. 10 unités par travailleur. Donc, comme vous voyez, je n'ai pas utilisé le côté monétaire. J'ai juste utilisé l'aspect physique, c'est-à-dire un nombre. Il n'y a pas d'argent. Unité par travailleur. Unité par heure de travail. Donc, tout ça, c'est physique, c'est volumique. Mais on peut aussi déterminer la productivité monétaire. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la valeur de la production, et on a parlé l'autre fois de la valeur de la production, et on a dit que la valeur de la production, on peut l'assimiler à la valeur ajoutée, c'est-à-dire le surplus, la plus-value de chaque entreprise, mais cette fois-ci en unité monétaire, argent, dinar, dollar, euro, et on va diviser par le nombre d'employés. Et cette fois-ci, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver, par exemple, là, 100 dinars par employé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque employé de l'entreprise procure 100 dinars
à l'entreprise. D'accord? Encore, je peux calculer ce qu'on appelle la productivité horaire du travail et cette fois-ci, je vais diviser la valeur ajoutée ou la valeur de la production, comme je viens de dire, en unité monétaire, sur le nombre d'heures de travail. Et donc, je vais dire que une heure de travail procure, on va dire, 50 dinars pour l'entreprise. C'est-à-dire, chaque heure de travail génère 50 dinars pour l'entreprise. D'accord? Et bien sûr, la productivité, elle est beaucoup plus précise que la production. La production, elle donne un chiffre dans l'absolu. On a fabriqué 2000 unités, on a fabriqué 1000 unités, on a fabriqué 50 unités. C'est dans l'absolu. Mais la productivité, c'est une analyse beaucoup plus poussée parce qu'elle nous permet de calculer la quantité produite par chaque employé, par heure de travail, que ce soit en termes physiques ou en termes monétaires. Et bien sûr, ça permet d'évaluer la compétence des employés. Donc, vous allez dire que mon employé est capable de fabriquer 10 unités. D'accord? Une heure de travail et, par exemple, vaut 50 unités. Donc, c'est une, si vous voulez, c'est un indicateur qui est plus clair, plus précis. C'est plus précis que la production. C'est par rapport à quelque chose. C'est relatif. D'accord? Qui a une question? Alors, bien sûr, la productivité aussi, elle est sous l'influence de certains facteurs. Alors, premier facteur, c'est l'amélioration des niveaux de qualification des travailleurs. Alors, par exemple, si je prends un ouvrier qui vraiment n'est pas très qualifié. Par exemple, la découpe, c'est pas sa spécialité. Donc, il est venu pour apprendre, si vous voulez, la découpe, par exemple. Hein. Donc, la productivité, elle ne sera pas de 10 unités par ouvrier non qualifié. Elle sera de 2 unités par ouvrier non qualifié. Donc, ce que je voulais dire, plus on a des employés qualifiés, plus la productivité augmente. Au lieu, par exemple, si je vais choisir des employés spécialisés, qualifiés, qui ont des compétences, qui ont des expériences, donc ils peuvent produire plus qu'une personne qui est moins qualifiée, qui n'a pas les compétences nécessaires, qui n'a pas d'expérience. Et ça explique, bien sûr, chaque fois on lit une annonce d'embauche, que les entreprises cherchent toujours des personnes ayant une expérience. Pourquoi? Pour avoir des employés qualifiés et donc c'est plus de productivité. D'accord? Donc, plus on a des employés qualifiés, plus on a plus de productivité. Deuxième facteur, c'est l'utilisation des technologies perfectionnées, innovantes. Bien sûr, lorsque vous avez des machines qui sont obsolètes, donc, à chaque fois, la production, elle va diminuer. Et qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que la productivité par travailleur ou bien surtout par heure de travail, elle est très faible. Sinon, si on va moderniser nos machines, donc on a des machines innovantes, nouvelles, très sophistiquées, donc on aura plus de production, donc plus de productivité des heures de travail. Donc, on va dire, mathalan, si on a des machines obsolètes, donc pour une heure, on va fabriquer 10 unités, par exemple. Par contre, si les machines sont très perfectionnées, on va fabriquer 100 unités par heure. Et qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que la productivité, elle a augmenté avec l'amélioration de la technologie. Et finalement, la productivité dépend aussi des mutations dans l'organisation du travail et la division du travail et surtout avec les nouvelles organisations du travail. Pourquoi? Parce que lorsque on va
aborder ou bien adopter les nouvelles organisations du travail, c'est-à-dire des travailleurs qui sont à l'aise, qui sont motivés, qui ont des tâches recomposées, qui sont responsables de leurs propres tâches, qui ont des tâches intéressantes. Donc, on aura des ouvriers motivés qui veulent travailler, donc ils vont faire de l'effort pour travailler plus et pour produire plus. Donc, dans ce cas, la productivité par travailleur va augmenter. Par contre, si on va adopter l'organisation scientifique de travail de Taylor et Ford, on aura un travailleur démotivé avec des tâches répétitives, monotones, donc il n'a pas envie vraiment de produire plus. D'accord? Donc, on aura une productivité faible, une productivité par travailleur faible. D'accord? Donc, c'est pour ces bonnes raisons que l'organisation du travail est très importante pour améliorer la productivité. D'ailleurs, j'ouvre des parenthèses, là, si vous avez vu l'entreprise Google, ou surtout les entreprises en général, les Silicon Valley, في domaines comme l'informatique, vraiment, ils travaillent d'une façon très, très agréable. Ils sont très à l'aise, ils ont des terrains de foot, de tennis, ils peuvent, par exemple, prendre des pauses à tout moment parce qu'ils travaillent en objectif. L'autre fois, j'ai vu une entreprise qui a été financée par Bill Gates, j'ai oublié le nom. Ils travaillent sur des canapés, leur PC portable sur les genoux. Ils sont très à l'aise avec des horaires très flexibles. Ils sont très épanouis, très motivés. Et dans ce cas, on aura une très bonne productivité par heure et par travailleur. D'accord? C'est clair? Alors, rapidement, le marché du travail. Alors, sur le marché du travail, on a deux termes essentiels. On a l'offre de travail et la demande de travail. L'offre de travail est équivalent à la demande d'emploi. Alors, l'offre de travail, c'est quoi? Ce sont les travailleurs, d'accord? Lorsque vous entendez le terme offre, vous allez penser quoi? Aux entreprises. C'est l'offre de travail ou bien la demande d'emploi. Alors, la demande d'emploi ou l'offre de travail émane des travailleurs qui sont capables, qui veulent travailler et recevoir en contrepartie un salaire. Ce sont les travailleurs qui offrent leurs services pour travailler dans les entreprises et recevoir un salaire. Par contre, la demande de travail ou l'offre d'emploi, c'est le contraire. Ce sont les entreprises qui sont à la recherche d'employés qui sont capables d'occuper un poste selon des qualifications, des compétences requises pour ce poste bien particulier. Donc, la demande de travail ou l'offre d'emploi, ce sont les entreprises qui cherchent les travailleurs. Par contre, l'offre de travail ou la demande d'emploi, ce sont les travailleurs qui sont à la recherche d'un emploi. Les deux forment le marché du travail. Donc, offre plus demande de travail égale marché du travail. Bien sûr, l'offre de travail, on a les qualifications acquises, on a parlé tout à l'heure. La demande de travail, on a les qualifications requises pour un poste bien déterminé. D'accord? Bien sûr, pour avoir l'équilibre sur un marché de travail, il fallait avoir un équilibre entre l'offre et la demande. Ce qui n'est jamais le cas. Des économies, des pays où on a les travailleurs sont supérieurs aux employeurs, qui est le cas de la Tunisie, où le chômage, le nombre de travailleurs supérieur au nombre d'employeurs. Donc, dans ce cas, on parle de chômage, alors les travailleurs n'ont pas trouvé un poste vacant pour pouvoir travailler.
وفما زاد في quelques économies مش ديما وقت اللي يبداو les employeurs sont supérieurs aux travailleurs وهذايا surtout on la trouve dans des cas très particuliers وقت اللي l'employeur يبدا à la recherche d'une compétence très spécifique مثلا un astronaute مثلا quelqu'un qui a des compétences en matière de par exemple par exemple de l'énergie nucléaire. Donc ici, on n'a pas vraiment beaucoup de personnes qui sont spécialisées dans ces domaines. Donc généralement, on a des entreprises qui sont à la recherche de ces compétences très spécifiques, mais les travailleurs sont très rares. D'accord? Mais ce que je voulais dire, que l'équilibre fait le marché du travail, c'est-à-dire offre égale demande, est très théorique. On n'a vraiment jamais trouvé un pays où il y a offre égale demande. C'est très rare, c'est très théorique. D'accord? Donc généralement, on est dans le déséquilibre. Alors, lorsque l'offre est supérieure à la demande de travail, on a un déséquilibre et on parle de chômage. Yani, les travailleurs sont supérieurs aux employeurs et donc on a un taux de chômage qui est assez élevé. Et on parle de pénurie d'emploi. Pénurie, ça veut dire manque d'emploi. Le cas contraire, lorsque on a l'offre inférieure à la demande de travail, c'est-à-dire les employeurs sont inférieurs aux travailleurs. Donc, dans ce cas, on parle de pénurie de main-d'œuvre, manque de main-d'œuvre. Bon, le deuxième cas, il est un peu rare. On est généralement dans le premier cas, mais il existe. Et surtout, la pénurie de main-d'œuvre, elle n'est pas générale. Yani, on ne peut pas dire que ce pays souffre d'une pénurie de main-d'œuvre, mais on peut dire que ce secteur souffre de pénurie de main-d'œuvre. Qui m'a dit comme dans le cas du physique, énergie nucléaire, il traite l'atome, l'astronomie, ce sont des secteurs très délicats. Donc, généralement, on trouve un déséquilibre qui n'est pas général, mais c'est un déséquilibre partiel parce qu'il est localisé dans un seul secteur. D'accord? Alors, bien sûr, Rounéa, il est dû au manque de qualifications qui sont très rares sur le marché du travail. Et finalement, c'est le dernier diapo, juste un kamalakaha. Les formes de chômage. Lorsque je parle de chômage, il y a trois cas. Chômage. Il y a le chômage frictionnel. Le chômage frictionnel, c'est lorsque le travailleur décide lui-même de quitter son emploi. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé une meilleure rémunération ailleurs, parce que les conditions de travail sont médiocres et il cherche de meilleures conditions, parce qu'il n'est pas à l'aise, il n'est pas motivé. Donc, on parle de chômage frictionnel. C'est un chômage qui est volontaire, c'est le travailleur qui a voulu quitter son poste et qui est de courte durée. Parce que Pardon. Alors, juste, je vais dire que c'est un chômage de courte durée parce que une fois que il a quitté son poste, donc il est à la recherche d'un autre poste. Donc, il ne va pas être un chômeur pour moyen et long terme. Le chômage conjoncturel, il est dû à l'économie du pays. Par exemple, pour le cas du Covid, par exemple, il y a plusieurs employés qui ont été licenciés. Et donc, c'est un chômage qui est dû à l'économie, qui est dû à des circonstances hors de la portée de l'employé. Donc, on parle de chômage involontaire. Et finalement, le chômage structurel, c'est un chômage qui est dû à une inadéquation entre les compétences du travailleur et les qualifications requises du poste. مثلا هو ingénieur en informatique ويعطيوه باش يخدم dans un poste de comptabilité. Donc c'est inadéquat. Il peut pas معناها c'est pas sa spécialité. Et dans ce cas, il est obligé de sortir en chômage et c'est un chômage qui est involontaire parce que c'est hors de sa portée. يعني هو يتركز في un poste d'ingénieur informatique, ils vont offrir un poste de comptable.
D'accord? Donc, dans ce cas, on parle d'un chômage involontaire, mais parfois qui est de longue durée. Surtout qu'il y a plusieurs diplômes, a un niveau d'éducation très élevé et tout, donc il ne va pas accepter n'importe quel poste, donc il est toujours à la recherche de sa spécialité. Et dans ce cas, il aura besoin de plus de temps pour trouver le poste qui lui convient. D'accord? Mais, je vais arrêter, on a terminé le chapitre 2 de l'économie et gestion de l'entreprise. Je vais changer de salle. Donc, juste quelques minutes et on revient pour la deuxième matière, il y a l'approche systémique de l'entreprise. D'accord? À tout de suite.